Bon, allez, pas chasser. Tu regardes quoi, là? C'est une série, ça, mon frère. Oh là là, c'est gore. Moins de 16 ans, quand même. Tu sais, moi, j'ai beau savoir que c'est des effets spéciaux, ça me fait bien flipper. Ah bon? Ah ouais. Pas toi? Ouais, c'est chaud. Les images violentes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Vas-y, raconte. Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. Dans les principaux titres ce soir, un homme a été retrouvé mort hier à son domicile à Lamentin. Ses proches évoquent l'hypothèse du meurtre. L'enquête d'ATV Guadeloupe en début de journal. Et une nouvelle vie s'offre aux habitants du quartier Boyer à Sainte-Rose. Route goudronnée, compteur d'eau flambant neuf. La deuxième tranche de l'opération de viabilisation prend forme. Une mise en conformité qui ravit la centaine de familles concernées. Et enfin, lumière sur la fête Hanouka, l'une des célébrations les plus suivies par les Juifs. La communauté de la Guadeloupe a aussi respecté la tradition avec l'allumage de bougies et la dégustation du traditionnel beignet. Bonsoir, bienvenue sur ATV Guadeloupe. Je suis très heureuse de vous retrouver. Que s'est-il passé exactement dans le quartier de Fondor à Lamentin? Un homme de 58 ans, Jocelyn Boucher, a été retrouvé sans vie hier à son domicile. Ses proches penchent pour l'hypothèse du meurtre commis pour rancune personnelle. Le reportage de Loïs Signas, de Moïse Dexter et de Patrick Curie. C'est dans la journée de lundi qu'Aliénor découvre le corps sans vie de son frère Jocelyn Boucher. Il était âgé de 58 ans, père de 3 enfants et vivait seul dans sa demeure. L'une des hypothèses serait des coups violents portés à la tête à plusieurs reprises, des coups donnés par un jeune homme qui nourrissait une vieille rancœur envers la victime. C'est un jeune qui avait, je ne sais pas, une fois était venu chez lui et avec un fusil, comme j'habite tout près, j'étais présent, j'ai dit ça ne se produit pas ici. Et quand il a vu que j'ai réagi, il est parti. Mais comme il avait dit qu'il aurait donné à mon frère un coup de voiture, mais mon frère n'a pas pris ça en considération. J'ai dit à mon frère d'aller déposer plainte. Mais il n'a pas pris ça en considération. C'était quelqu'un qui n'avait pas de rancœur avec quiconque. Et je ne sais pas exactement qu'est-ce qui s'est passé, mais ça s'est produit. L'autre hypothèse avancée serait une fausse route alimentaire. La nourriture serait passée par les voies respiratoires au lieu de l'œsophage. Le lendemain des faits, et à la suite d'un dépôt de plainte à la gendarmerie, la sœur de la victime se rend à l'hôpital pour voir son frère et constate que ce dernier n'y est plus. En arrivant à l'hôpital, on me dit qu'il n'est pas là. Alors je dis à la dame, depuis quand il n'est pas là? Il m'a dit le même jour, il est parti. Demandant si un médecin l'a vu, on ne sait pas. Si l'infirmière l'a vu, on ne sait pas. Alors j'ai dit, je pars, je regardais dans sa maison si je le trouve. Et quand je suis partie, je regarde dans sa maison, je le trouve allongé à terre. Pour identifier les causes réelles du décès de la victime, le parquet de Pointe-à-Pitre a décidé de procéder à une autopsie. Un examen du corps aura lieu dans les prochains jours. Au chapitre social maintenant, le syndicat national des personnels de la protection judiciaire de la jeunesse, la PJJ, appelle les agents à se mobiliser de nouveau dès demain. Fin novembre, 30% d'entre eux étaient montés au créneau pour réclamer plus de moyens afin de s'occuper des mineurs déjà confrontés à l'institution policière et judiciaire. On écoute les explications de Katie Citronel, la secrétaire du syndicat. Elle est interrogée par Karen Diamin. Nous revendiquons donc le retrait d'une note qui a été prise sans concertation, sans consultation du personnel, dans le cadre d'une réorganisation des horaires de travail. Et donc dans cette note, on nous impose donc l'ouverture des services, de tous les services le mercredi après-midi, à compter donc du 2 janvier. On repart en fait sous les mêmes revendications que le 24 novembre dernier, puisque justement, depuis cette date-là, nous avons demandé à être reçus en audience et ça n'a jamais été fait, on n'a jamais reçu de réponse. Il n'y a pas eu donc de rencontre depuis le 24 novembre et effectivement les choses sont restées en l'état. Et la note est arrivée, donc on dit que c'est inacceptable dans une administration que le droit des personnes ne soit pas respecté. Et les revendications, donc je viens de préciser qu'on demande effectivement le retrait de cette note et l'application de l'usage local à la PJJ Guadeloupe comme c'est le cas actuellement.
Et à Goyave, le climat est également tendu. Le syndicat UTC-UGTG a relancé son offensive contre la municipalité. Il réclame le respect des protocoles d'accord signés en 2009 et 2012. Le maire, lui, Ferdi Luisi, se dit prêt à les rencontrer autour d'une table. Reportage Karen Diamin, Isabelle Amo. Après deux débrayages, les 27 et 29 décembre dernier, l'UGTG remet le couvert, objectif rétablir un dialogue social et obtenir l'exécution de protocoles d'accord signés par le passé. Il faut que nous arrivions à mettre l'UGTG certainement vers un entourage. À l'entourage, ça veut dire qu'il représente à l'État et effectivement, ils voyons courir en ce sens-là, ça, c'est d'accord avec la proposition nous. Et il a dit nous, ça, il a même proposé un centre de gestion. Donc, nous ne pouvons pas opposer à ça. Nous voyons réponse, nous voyons plateforme nous et pour nous continuer à faire face à des éveils. Si le syndicat se réjouit de la proposition municipale, il y reste quand même vigilant. Louis, là, face à des éveils, il n'y a pas qu'à avoir des garanties qu'il a appliqué ça ou qu'il a signé avec. Je dis là, nous bon avec ça. Si c'est pour nous préciser avec Louis qu'on a habitué à faire depuis 2008, nous pouvons rester jusqu'à 31 décembre 2017 là plutôt. Alors, on pense faire bien comprendre ça. Nous d'accord face à des éveils, nous d'accord aussi à face à des événements pour accompagner, surtout pour demander appliquer les décisions. Des décisions qui, pour la plupart, remonteraient à 2008 et qui impacteraient la carrière de certains agents municipaux. Ça va représenter un coût, puisqu'il y a une des décisions, c'est carrière à moun, c'est carrière à agent, qu'il y a via la CAP ou la CAP qui a des avis, il n'y a pas qu'à appliquer. Il y a des camarades qui passent l'examen professionnel ou concours, il n'y a pas qu'à nommer. Et puis voilà. Donc ça a des conséquences si carrière même à ces agents-là. En attendant, une date de rencontre devrait bientôt être choisie pour permettre à tous les acteurs concernés de se rencontrer et tenter de trouver une solution pérenne. Les chiffres de la délinquance 2016 ont été révélés par l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales. Si la Guyane arrive en tête du classement, les autres départements d'outre-mer sont aussi dans le top 5 des régions françaises où ont été recensés le plus de cambriolages et de violences. L'éclairage est signé Louis Sabas. Avec un taux approchant les 12 cas de violence pour 1000 habitants, la Martinique est dans le quintet perdant des départements les plus violents de France. Il en résulte un sentiment d'insécurité bien présent dans la population. On n'est pas très grand et sur la surface qu'il y a ça quand même, même pour sortir, on est inquiet, on ne sort pas comme avant. C'est un ras-le-bol, j'aurais bien aimé que ça change. Maintenant, on ne peut pas faire une soirée sans violence, tu peux aller nulle part sans te faire braquer, sans vivre tranquillement. Quoi. Pour être bien, il faut vivre caché. Je sais qu'il y a des règlements de force, mais ce n'est pas aussi intense. Oui, ça m'inquiète un peu, c'est tout à fait normal, mais juste cette proportion, c'est pas aussi élevé par rapport voilà, en Guadeloupe. Pour les crimes et délits, la Martinique arrive en effet après la Guadeloupe qui totalise environ 15 cas de violence et bien loin de la Guyane avec 23 cas pour 1000 habitants. Ce département arrive d'ailleurs en tête des départements français devant la Seine-Saint-Denis et Paris, quand la moyenne nationale est presque de 8 cas de violence pour 1000 habitants. Cela ne devrait en rien relativiser la situation dans notre île selon le syndicat Alliance Police Nationale, car si dans l'absolu, la Martinique n'est pas le département en tête du classement, il reste celui qui connaît le plus de crimes de sang. La preuve déjà, hier on est déjà le premier, on a déjà eu les premiers faits et c'est la Martinique qui est partie déjà en tête. Donc en crime de sang, je parle en meurtre et en blessé, on est devant, on est largement devant. Et la Guadeloupe suit de très près, on doit être à un mort près entre les deux îles et voyez le nombre de blessés, on est largement devant. Et ensuite on va à la Guyane et ensuite on a Marseille. En cause, le manque d'investissement des politiques dans la question sécuritaire, ce que dénonce le syndicat de police. Et sur le territoire métropolitain, si personne ne dit rien, c'est qu'on consent, c'est que tout va bien. Et en fin de compte, tout va mal. Et d'année en année, on constate une pénurie d'effectifs, une pénurie de véhicules. Et donc, on arrive à un moment donné où la saturation est arrivée tellement à son maximum que la délinquance a pris le pas. En matière de cambriolage dans les départements français d'Amérique, c'est la Guadeloupe qui est la plus touchée. La Guyane arrive en seconde position devant la Martinique qui ferme ce triste palmarès. Vous connaissiez les radars fixes et mobiles, voici venir la vidéo-verbalisation. Ce système s'invite en Guyane. Il s'agit des caméras de surveillance utilisées jusque-là pour repérer le non-respect des règles relatives aux feux de signalisation. Elles pourront désormais servir à repérer l'usage d'un téléphone au volant ou encore le non-port de ceinture de sécurité. Kerwin Alcide et Johan Manus nous expliquent tout. Même si aucun policier ou gendarme ne se trouve à l'horizon, cet automobiliste, le téléphone collé à l'oreille, risque gros. Le gouvernement vient d'étendre les champs de la vidéo-verbalisation
Entendez par là la possibilité de dresser un PV grâce aux images des caméras de vidéoprotection. Désormais, le téléphone au volant ou l'absence de ceinture peut coûter cher. Il figure parmi les nouvelles infractions verbalisables. Les caméras par exemple de la ville de Cayenne, les caméras d'autres agglomérations. Sur les autoroutes, il y a des caméras de surveillance aussi. Donc grâce à ces caméras, les forces de l'ordre maintenant peuvent relever 7 nouvelles infractions. C'est-à-dire que les infractions, quand on les commet, on peut très bien recevoir un PV sans avoir vu ni un gendarme ni un policier. C'est ici, dans les locaux de la police municipale, que les rues de Cayenne sont épiées. Plus de 80 caméras scrutent la ville à la recherche du moindre incident et désormais des incivilités au volant. Les caméras sont en place, les opérateurs sont aussi formés pour. Alors déjà, la police municipale verbalise. Bon, maintenant, par le biais de la vidéo-verbalisation, bien sûr, parce que nous avons des policiers municipaux qui sont aussi opérateurs au niveau du centre de supervision urbain et qui vont aussi traquer les infractions et puis voilà, faire le travail et puis verbaliser s'il le faut. Dans quelques jours, la municipalité devra poser des panneaux pour informer la population du risque de vidéo-verbalisation. Au-delà de l'effet dissuasif, beaucoup d'automobilistes se posent la question des moyens de contestation. Donc la mairie verbalise, constate une infraction, une ligne blanche traversée, un stationnement. Le procès verbal est envoyé en moyen électronique, donc la personne reçoit directement le procès verbal. Ensuite, soit elle reconnaît que c'est elle qui a commis l'infraction et elle paye l'amende tout de suite au tarif minoré, soit elle conteste et dans ce cas-là, elle a un formulaire de contestation qui arrive à l'officier du ministère public, c'est-à-dire un de mes services, qui gère tout le contentieux du tribunal de police ou du tribunal d'instance. Et à ce niveau-là, eh bien, on va nous gérer le contentieux, gérer les contestations. Est-ce que l'on poursuit quand même la personne ou est-ce que ces arguments sont valables? Dans ce cas-là, on classe ou on cite à l'audience. Désormais, les petits arrangements avec le code de la route auront un goût amer. Et retour en Guadeloupe où un nouveau directeur est arrivé à la tête de Pôle emploi Guadeloupe et Île du Nord. Ce dernier connaît bien les problématiques locales puisqu'il n'est autre que l'ancien directeur adjoint. Stéphane Jules, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ravis de vous recevoir. Vous avez pris vos fonctions le 1er janvier 2017, c'est tout récent. Vous étiez très proche de l'ancien directeur régional, Jean-Jacques Gustave, puisque vous le secondiez pour mener à bien sa mission. Quelles sont vos conclusions concernant cette année 2016 en termes d'emploi en Guadeloupe? Alors c'est une année 2016 riche, comme vous l'avez dit, on a travaillé en binôme avec le directeur régional pour aller vers plus de simplification, pour aller vers plus de proximité, plus de personnalisation. Donc ça a été une année riche en évolution, où toutes les équipes de Pôle emploi se sont beaucoup investies. Donc un bilan positif de l'année avec des perspectives sur l'année 2017. Alors ces 4 années, hein, le bilan de votre prédécesseur, en tout cas, n'ont pas été de tout repos. Hein. Un taux de chômage toujours aussi présent chez les jeunes de moins de 25 ans, qui dépasse les 50%. Et puis récemment, une grève des agents qui dénonçaient des conditions de travail qui entretiennent la précarisation des demandeurs d'emploi. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez revu votre organisation pour la rendre beaucoup plus pertinente et efficace ? Alors il y a eu une grève effectivement à Pôle emploi Guadeloupe du Nord qui a duré une trentaine de jours, donc c'est important. On a travaillé avec les organisations syndicales pour sortir et pour avoir un protocole de suspension de conflit convenable. Convenable, ça veut dire qu'on donne des perspectives. Convenable aussi, ça veut dire qu'on donne des garanties. Donc tous ces accords qu'on a pu passer et cette sortie de grève va nous permettre aussi d'aller plus loin. C'est-à-dire que ce qui était grave, en fait, c'était l'accusation, c'était d'accuser Pôle emploi de maintenir les personnes à la recherche d'un emploi dans leur situation. Quelles sont les solutions que vous avez trouvées pour rassurer le personnel qui visiblement est motivé à l'idée d'aider ces personnes, d'accompagner ces personnes à la recherche d'un emploi? C'est notre mission. Qu'est-ce qui a été décidé? Oui, c'est ce qui était inquiétant. Alors la mission de Pôle emploi, alors effectivement, là vous sortez du contexte une problématique de la grève qui était effectivement la précarisation, et ce qui était reproché par les syndicats, c'était la précarisation liée au fait que, par exemple, on mettait en place des inscriptions numériques. Donc aujourd'hui, on répond à ça, on a répondu à ça, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tous les demandeurs d'emploi s'inscrivent par Internet, mais c'est une simplification. L'important, c'est de permettre à tous les demandeurs d'emploi d'avoir une solution pour s'inscrire. Il y a des demandeurs d'emploi qui viennent en agence, il y en a d'autres qui le font de chez eux, on travaille avec des partenaires. Donc aujourd'hui, Pôle emploi Guadeloupe du Nord permet à tous les demandeurs d'emploi de s'inscrire de tous les moyens. Tout à l'heure, je parlais de proximité et de personnalisation. On a aussi démontré par nos actions qu'on allait vers ça et on ira encore plus vers ça en 2017. Stéphane Jules, quelles seront vos premières mesures?
Alors, on vient de le dire un peu, c'est la continuité de l'action de 2016. Après, on va, sur ce premier trimestre 2017, travailler aussi fortement sur la satisfaction des demandeurs d'emploi et des entreprises. On a des entreprises en Guadeloupe qui sont satisfaites aujourd'hui, à plus de 80% de l'offre de services de Pôle emploi. On a travaillé fortement aussi sur la satisfaction des demandeurs d'emploi. Et le deuxième volet, qui est en continuité de ce que vous venez de dire, c'est les conditions de travail. Donc, beaucoup d'actions pour la qualité de vie au travail, parce qu'aujourd'hui, on sait et on place l'humain au centre des problématiques. La richesse de Pôle emploi, c'est les conseillers de Pôle emploi et c'est leur expertise. Donc, il faut permettre à tous nos conseillers d'être dans de très bonnes conditions de travail. Est-ce que le ratio accompagnateur Pôle emploi, demandeur d'emploi sera revu à la hausse? Alors, en fait, ce n'est pas une question de ratio. L'important, c'est quel service on rend pour les demandeurs d'emploi aujourd'hui. On a des demandeurs d'emploi qui sont autonomes et qui aujourd'hui ont peu besoin de Pôle emploi. Donc, quel service on leur amène? Des services parfois dématérialisés, des demandeurs d'emploi, par contre, qui ont besoin de plus d'accompagnement. Donc, c'est vraiment une séparation. Et aujourd'hui, il faut assumer cette offre de service, faire plus pour ceux qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire accompagner plus ceux qui sont en difficulté, et ceux qui sont plus autonomes, leur permettre d'avoir des solutions parfois numériques. Comment va se matérialiser la mutation digitale qui a déjà été amorcée avec votre prédécesseur? Alors la mutation, on vient d'en parler au niveau de l'inscription. L'idée, c'est de faire des services. Souvent, on oppose numérisation avec inhumanité ou éloignement des problématiques de proximité. Aujourd'hui, souvent, la numérisation et le digital nous permet d'être en proximité, puisque ça nous permet d'amener notre offre de service dans tous les endroits en Guadeloupe. On participe aussi beaucoup avec les partenaires à faire en sorte qu'il y ait le numérique sur tout le territoire. Donc demain, c'est comment permettre à un demandeur d'emploi, par exemple, d'avoir un service chez lui, une formation. Ça a été le cas dans le cadre du plan 500 000. On a permis à des demandeurs d'emploi d'avoir des formations à la maison, par exemple. Alors les derniers chiffres du chômage ont été récemment révélés. Ils sont plutôt encourageants. Une baisse de moins de 1000 chômeurs en catégorie A. Est-ce que ce léger mieux pourrait justement s'expliquer grâce au dispositif de 500 000 formations? Comment on explique ces chiffres? Alors il faut être très prudent avec le commentaire des chiffres du chômage. Bien évidemment, c'est beaucoup mieux quand c'est à la baisse. C'est le cas aujourd'hui. Il y a beaucoup d'actions qui ont été mises en place, comme vous dites, le plan 500 000, puisqu'en Guadeloupe, en partenariat avec le conseil régional qui nous a dédié plus de 3000 formations, on est au dernier pointage à plus de 4800 formations qui ont été réalisées. C'est plus du double de l'an dernier. Donc oui, ça permet à des personnes de se former, soit pour aller directement vers un emploi, soit pour se rapprocher d'un emploi. Ça a permis aussi de faire des formations parfois coûteuses qu'on ne pouvait pas faire l'an dernier. Je pense à des jeunes Guadeloupéens, par exemple, qui ont pu passer une formation de pilote de ligne. Donc ça a permis, le plan 500 000, d'amener plus de services pour les demandeurs d'emploi. Stéphane Jules, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Un autre sujet, certains l'attendaient depuis plus de 10 ans. La section de Boyer à Sainte-Rose est sur le point d'être entièrement viabilisée. Une mise en conformité qui fait le bonheur de tout un quartier. On regarde le reportage de Loïs Ignace, Moïse Exter et Patrick Curie. Le quartier Le Boyer à Sainte-Rose fait peau neuve. Des travaux d'assainissement des eaux usées sont entrepris, mais les riverains retiennent surtout les travaux d'amélioration d'un chemin en terre, souvent boueux, démonté, qu'ils empruntent depuis plusieurs années. Guillaume Etienne habite le secteur et pour lui, la rénovation de ce chemin contribuera à l'amélioration de son quotidien. Ça fait à peu près 14 ans que j'habite ici et il y a des gens qui habitent ici depuis un peu plus de 20 ans. Et ça nous apporte beaucoup de choses, c'est-à-dire que lorsqu'il pleut, il y a beaucoup de boue. Et lorsqu'ils feront le chemin, ce sera vraiment magnifique, quoi. Ça nous a apporté beaucoup de choses, surtout pour les enfants, lorsqu'on doit les amener à l'école, tout ça, donc ce sera bien. La deuxième tranche de travaux a débuté depuis 2 mois et concerne la viabilisation d'une centaine de maisons du quartier, dont fait partie celle de Lara Pandolf. Il y avait déjà une première tranche qui avait été faite tout au début, je veux dire... sur une partie qui a été, et après ça c'est la deuxième tranche, et là je trouve que c'est une très bonne chose pour nous parce que ça fait un moment pour entrer avec nos voitures ça posait des problèmes, et là moi je trouve que c'est une très bonne initiative au niveau de la mairie de Sainte-Rose. Le coût total des travaux s'élève à 163 millions d'euros et devrait se terminer au mois de février prochain pour la plus grande satisfaction des riverains. Restez avec nous dans quelques minutes. Découverte de la tradition juive avec la fête Hanouka. Et puis, le carnaval a-t-il commencé trop tôt? Nous vous avons posé la question ce soir.
Suite et fin de notre épisode sur les résolutions pour l'année 2017. Si les solutions pour améliorer le quotidien sont souvent citées, les vœux des Guadeloupéens semblent recentrés sur les valeurs du cœur. Moïse Dexter. Résolution pour 2017, en espérant que ça sera meilleur que 2016. Voilà. Et, rien de particulier, et essayer de garder la santé, quoi. Moi, je souhaite que ce soit la paix dans le monde, et surtout ici, et pourquoi les jeunes, qu'on puisse aider les jeunes beaucoup. Eh bien, à l'information, et voilà. Hein. C'est toujours beaucoup d'amour, un petit peu d'argent. C'est ça qui fait que la vie tourne, quoi. Travailler mieux à l'école, avoir mon bac, ça se fait. Écoutez, je n'ai pas, moi, de résolution, figurez-vous. Pourquoi il en faut? Toujours? Que la Guadeloupe change. Qu'elle change, qu'il y ait un peu d'évolution. Parce que franchement, il n'y a aucun changement. Qu'on soit unis, quoi. Oui, parce que l'individualisme, ça commande ici en Guadeloupe. On aurait bien aimé que ça aille de l'avant. Il faut laisser venir quand même. Hein. On est un peu tôt pour ça. Hein. Je ne sais pas encore. Je ne me pose pas de questions, je laisse la vie aller et puis on verra bien. Moins de stress, moins de bagarre politique. Disons que ça s'améliore. Mes résolutions, j'arrête l'alcool. Découvrir de nouvelles choses, apprendre un peu plus, me concentrer pour mes études et avoir mon diplôme. Plutôt la paix dans le monde, que ça s'améliore, surtout ici en Guadeloupe. Que la violence arrête. Plutôt la violence. Les résolutions, ce serait que la Guadeloupe puisse retrouver la sérénité avec tout ce qui se passe, avec toute la violence. Donc j'aimerais que ça soit un petit peu, qu'on retrouve la paix. Et les fêtes de fin d'année étaient également synonymes de recueillement pour la communauté juive de la Guadeloupe pendant 8 jours. Les Juifs se sont réunis à la nuit tombée autour d'un petit chandelier pour célébrer Hanouka, la fête de la lumière, une célébration qui rime avec résistance et espérance. Reportage Isabelle Amou. Hanouka, la fête de la victoire de la lumière sur les ténèbres, a une portée très symbolique et forte pour les Juifs. Parce que pendant cette période-là, les forces du bien ont pris le dessus sur les forces du mal, parce qu'à ce moment-là, il y a eu une lueur d'espoir pour toutes les nations, il y a eu une lumière une lueur d'encouragement, comme quoi le bien il peut toujours triompher sur le mal. C'est ce qu'on souhaite pendant ces 8 jours. Tous les soirs, selon la coutume, et durant 8 jours, les Juifs se retrouvent à la synagogue pour allumer une flamme. Une bougie par jour de fête. L'allumage est accompagné de prières. La petite histoire, pourquoi ça se fait avec des bougies? Parce qu'il y avait un candélabre donc dans le temple, et on avait l'habitude d'allumer tous les jours ce candélabre. Et pour pouvoir allumer ce candélabre, il fallait de l'huile d'olive pure qui était sainte. Il fallait la travailler avant. Lorsqu'ils sont arrivés, étant donné que le temple avait été complètement saccagé, il n'y avait plus rien de pur, il n'y avait plus rien de propre. Et ils ont cherché, et dans les décombres, ils ont trouvé une toute petite fiole d'huile qui était suffisante pour durer seulement 24 heures. Et ils se sont dit, c'est la dernière fiole qui nous reste. On va l'allumer, le temps de pouvoir aller fabriquer de l'huile pure pour pouvoir continuer à allumer le candélabre. Et là, il y a eu un miracle extraordinaire. Ils ont allumé la petite fiole d'huile qui avait une quantité de pouvoir illuminer pendant une journée, et elle a duré pendant 8 jours. Elle a éclairé le candélabre et le temple pendant 8 jours. La fête des Lumières est aussi l'occasion de se réunir autour d'un repas spécifique. En référence au miracle de l'huile, les Juifs se régalent de beignets frits dans l'huile d'olive. Donc effectivement, la tradition de la fête de Hanouka, c'est de manger des beignets. Voilà, parce que des beignets c'est frit dans de l'huile, et comme le miracle s'est fait à travers l'huile, donc tout ce qui va être représentatif, tout ce qui va être cuisiné à travers l'huile, ça fait partie de nos traditions. Au-delà d'une fête des Lumières, Hanouka permet de délivrer un message aux jeunes membres de la communauté, celui du partage et de la résistance. Autre tradition, les festivités du carnaval. Cette année, 7 semaines s'écouleront avant les jours gras, une période qui devrait être à l'avantage des groupes afin de mieux se préparer. Mais qu'en est-il de la vie des spectateurs? Vaval 2017 commence-t-il trop tôt? Isabelle Amou et Karen Diamin vous en posez la question. On vous écoute.
Alors madame, est-ce que vous pensez que le carnaval commence trop tôt? Non, on a l'habitude. Hein. Tout le monde sait que ça commence aussitôt que le 1er janvier. Donc il n'y a aucun problème. Est-ce que vous trouvez qu'il est un petit peu long cette année? Il y a quand même 3 mois de carnaval, ça va jusqu'en mars? Ben, ça change un peu parce que des fois, c'est au mois de février, on suit le calendrier. Vraiment trop longtemps, c'est vraiment trop long, vraiment trop long. On n'a pas le temps de faire les meilleures choses qui sont que de sauter dans les rues, il faut quand même travailler. Hein. Sauter dans les rues, c'est joli, mais travailler, c'est déjà mieux. À mon avis, le carnaval ne devrait jamais commencer. C'est mon avis. Pourquoi? Ah, très bien, j'aime la question. Eh bien, parce qu'en fait, le carnaval en soi n'est pas une chose aussi bonne que ça a l'air. Vous voyez, ça cache beaucoup de choses. Moi, je pense à rien du moment que ça commence. Quel que soit le jour, du moment que ça commence. Ok. Merci. Il est encore court, hein, de toute manière, cette année. Il n'est pas tellement long, hein, la période du carnaval. Il va jusqu'en mars. Et alors? D'habitude, ça va plus loin. C'est le début mars, hein. Je crois que oui. Trop tôt. Pourquoi? Non, parce que bon, on n'a pas le temps de se remettre de toutes ces fêtes qu'on vient de passer et que bon, ça s'enchaîne. Donc effectivement, je dis ça, mais c'est vrai que je faisais partie d'un groupe. Bon, j'ai arrêté forcément, mais c'est vrai que ça commence vraiment trop tôt. Ça fait trop d'enchaînement en fait. Mais non, pourquoi? Traditionnellement, c'est toujours après le 1er janvier. Donc c'est normal que ça commence. Non, je ne dirais pas ça. Qu'est-ce que vous diriez? Ça ne me dérange pas du tout que ça commence aujourd'hui ou demain. Pour moi, ça n'a aucune importance. Du moment que les gens font la fête et ils sont heureux, c'est tout. Chacun aime ce qu'il peut. On aime le carnaval, ça peut commencer aujourd'hui, demain, ou peu importe le moment que ça commence et le moment que ça finit. Chacun aime ce qu'il aime. Vous ne trouvez pas que ça s'enchaîne peut-être trop vite avec les fêtes de fin d'année? Mais on est aux Antilles et puis les gens sont festifs, quoi. Puis les gens ils aiment beaucoup la fête. Vous ne trouvez pas que ça s'enchaîne un peu avec les fêtes de fin d'année? Oui, ça c'est vrai, parce que comment dirais-je, les fêtes sont terminées et puis vite fait le carnaval, la chanson est derrière, quoi. Mais tout va vite, quoi. C'est comme ça que c'est, quoi. En plus, c'est très long, le carnaval. Surtout cette année? Surtout cette année. Il n'y a plus, comment dirais, ça commence tôt et puis ça finit plus long, quoi. Je dis que, bon, c'est ceux qui ont de l'argent qui fêtent le carnaval et que ça les intéresse. Mais l'argent, il faut savoir bien le placer. Hein. Il faut savoir bien le placer. On sort dans une dépense de fin d'année que moi, je ne m'intéresse pas trop. Et puis, ça s'enchaîne avec le carnaval. Il faut aller à Forum Caraïbes, à Milénis, acheter toutes sortes de trucs qui passent d'une manière banale après. Alors là, il faut bien réfléchir ces affaires hein, pour être branché dans ces genres de fêtes. Et elles arrivent à l'heure, c'est l'heure des informations pratiques. L'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain au parking du centre commercial Milénis des Abîmes de 13h à 17h30. Et enfin, si vous avez une information à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler à la rédaction au 0590 71 2 fois ou à nous envoyer vos communiqués à rédaction@atv.gp. Et c'est la fin de notre édition locale et régionale. On se retrouve dans une poignée de minutes, juste avant de retrouver Eddy Planté pour Questions directes. On va peut-être changer, non? Moins de 10, c'est pas vraiment de votre âge. Ça vous a pas paru un petit peu bizarre, le garçon qui embrassait toutes les filles, là? Il avait pas mal de copines, non? Ouais, tu te laisserais, toi, attraper par les cheveux comme il faisait? Bah non, jamais de la vie. Je sais pas, tous les garçons qui applaudissent autour, c'est franchement... Au secours. Les images choquantes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Pourquoi? Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr.